En Russie, la construction du complexe scientifique Skif est terminée. Un projet unique qui permettra à nos scientifiques de développer de nouveaux matériaux pour l'aviation, l'espace, l'énergie nucléaire et d'autres domaines importants. Comment a-t-il été construit? Pourquoi est-ce une raison incontestable de fierté? Et quel est le but caché du Skif? Nous parlerons de cela, d'autres réalisations et du nouveau héros de la semaine après un bref résumé des bonnes nouvelles. À Nijni Novgorod, un nouveau navire à hydroptère, Météor 120R, a été mis à l'eau. Au chantier naval et de réparation navale de la Neva, un autre cargo sec du projet RSD 59 a été lancé. À l'usine Nefteflot, 2 navires à passagers du projet MPKS-L ont été mis sur cale. La première UAZ pick-up modernisée, équipée d'un turbo-diesel 2 litres et de systèmes de sécurité de fabrication nationale, est sortie de la chaîne de montage de l'usine automobile d'Ulyanovsk. Dans la région de Moscou, la production de poutres de 700 tonnes pour la ligne ferroviaire à grande vitesse Moscou-Saint-Pétersbourg a commencé. En République de Bouriatie, le combinat minier et de traitement Ermakovski a commencé ses activités. Dans la région de Novosibirsk, une usine de galvanisation à chaud a été inaugurée. Dans la région de Voronej, un complexe de serre. Dans la région d'Arkhangelsk, un complexe d'élevage. Les écoliers russes ont remporté 5 médailles à la 9e Olympiade internationale d'économie en Chine. Mardi, dans la région de Novosibirsk, a eu lieu l'inauguration du plus grand méga-projet scientifique moderne russe, Skif. C'est la première source de rayonnement synchrotron de génération 4+, dans le pays. Pour simplifier, on peut dire qu'un synchrotron est un puissant appareil à rayons X, qui permet de regarder à l'intérieur de n'importe quelle substance et d'en étudier la structure jusqu'aux atomes. Ce qui signifie comprendre comment créer de nouveaux matériaux et technologies. Auparavant, cela nous était inaccessible. Voici comment cela fonctionne. Dans un accélérateur linéaire, des électrons sont générés. Ils sont regroupés en faisceaux. Ils reçoivent une accélération initiale et une énergie de 200 millions d'électronvolts. Ensuite, ce faisceau entre dans le booster circulaire, où il est accéléré jusqu'à une énergie de fonctionnement de 3 milliards d'électronvolts. Puis, il est envoyé dans l'anneau principal de stockage. Là, en traversant le champ magnétique, il génère un rayonnement synchrotron. Autour du périmètre de l'anneau principal se trouvent 7 stations expérimentales, chacune dédiée à son propre type de recherche. Par exemple, pour étudier des objets extrêmement petits, ou pour examiner les propriétés des matériaux dans des conditions d'explosion puissante, de charge d'impact impulsionnelle et de haute température. La principale difficulté dans la construction de Skif résidait dans des exigences de précision incroyablement élevées, car la moindre vibration peut influencer les paramètres du faisceau du synchrotron, le rayonnement électronique, et fausser les résultats des expériences. C'est pourquoi une fondation multicouche de 12 mètres d'épaisseur a été construite sous le complexe. De plus, des tables de plusieurs tonnes en granit de Carélie ont été fabriquées pour l'équipement optique. Et l'anneau de stockage repose sur 112 supports, parfaitement plats, avec une précision de 50 microns, sur une longueur de 3,8 mètres chacun. Skif a commencé à être construit. En 2020, ils ont d'abord été confrontés à des problèmes causés par la pandémie, puis au refus des étrangers de fournir une partie de l'équipement. C'est pourquoi des dizaines d'instituts russes ont dû mobiliser tous leurs efforts pour développer leurs propres équivalents, et l'industrie a dû participer à leur production. Toutes ces années, les scientifiques, les ingénieurs et les ouvriers ont travaillé dans des conditions de stress intenses, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais ils ont relevé le défi et ont achevé la construction du complexe. À présent, une étape importante nous attend, la mise en service et le réglage des équipements. Et les premières expériences commenceront ici, dans les prochaines semaines. On peut donc féliciter tous les participants au processus, ainsi que toute la science russe en général. En effet, ce projet revêt également une autre importance majeure. Aujourd'hui, il existe environ 50 synchrotrons dans le monde, dont 2 se trouvent en Russie. Les nôtres ont été construits dans les
années 70 et 80 du siècle dernier. Et en raison de leur ancienneté, ils sont depuis longtemps dépassés par leurs homologues étrangers, plus modernes. C'est pourquoi les scientifiques russes ont été contraints de mener leurs recherches sur des installations étrangères, ce qui n'a jamais été facile. Ils devaient rédiger un projet détaillant les objectifs de la recherche et passer une sélection très stricte. Et après l'année 2020, cela est devenu impossible. Nos chercheurs ont été exclus du projet du Grand Collisionneur de Hadron pour des raisons politiques, malgré leur contribution significative à sa création. Ils ont également été limités dans d'autres domaines. Cependant, à ce moment-là, la source sibérienne de photons en anneaux était déjà en construction. Et c'est pourquoi des spécialistes de premier plan sont redevenus recherchés dans leur pays d'origine. Et pas seulement eux. Ouvert la semaine dernière, Skiff permet de combler rapidement le retard et de prendre de l'avance. En effet, il possède une luminosité record parmi les sources de la même catégorie. Ce qui permet aux biologistes, chimistes, spécialistes des matériaux, géologues et autres experts de mener des recherches uniques. Cela signifie donc que notre source devient un aimant pour les chercheurs. Désormais, ce sont les meilleurs esprits du monde entier qui viendront chez nous, et non l'inverse. Et maintenant, nos jeunes chercheurs auront une raison supplémentaire de travailler en Russie, plutôt que dans des laboratoires étrangers, où ils seront constamment discriminés et verront leurs possibilités restreintes. En plus de Skiff, la Russie a déjà lancé ou est en train de créer d'autres méga-projets scientifiques. Par exemple, le réacteur PIC dans la région de Leningrad, le laser à électrons libres synchrotron dans la région de Moscou, le projet NIKA, le projet RIF, des complexes de médecine nucléaire et d'autres encore. C'est ainsi que cela doit être dans un pays qui ne vit pas seulement au jour le jour, mais qui construit lui-même son avenir. Un avenir dans lequel on a envie de vivre et de créer. Nous suivrons l'évolution du projet dans les prochaines éditions. Passons maintenant à d'autres actualités technologiques. Les spécialistes du Centre spatial et de fusée Progress ont terminé la conception de la fusée porteuse réutilisable de classe moyenne Amur SPG. Actuellement, un pas de tir est en cours de développement au cosmodrome de Vostochny pour cette fusée. Le premier lancement est prévu pour 2031. C'est pourquoi le Centre spatial Progress étend ses capacités de production et se prépare à recruter du personnel supplémentaire. La fusée Amur SPG sera la première fusée russe réutilisable fonctionnant au méthane et elle pourra être utilisée jusqu'à 50 fois. Des essais de tir initiaux de prototypes expérimentaux sont prévus prochainement. Parallèlement, les travaux de recherche et développement pour la création d'un équipement de photolithographie avec des normes de conception de 130 nanomètres ont été achevés en Russie. Dans le cadre de ces travaux, 2 prototypes de laser excimer, des photomasques, des structures de test et un banc de mesure ont été fabriqués, ainsi que les technologies de base ont été mises au point. La norme de 130 nanomètres sur des plaques de silicium de 200 mm constitue la base de travail principale pour l'industrie. Elle permet de répondre aux besoins clés de l'électronique automobile, de l'énergie, des contrôleurs industriels, des télécommunications et des systèmes spéciaux. Et surtout, elle permet de remplacer les installations étrangères et de passer au développement d'équipements avec des normes de 90 nanomètres. Dans la région de Mourmansk, Rostechnadzor a délivré à Rosatom une autorisation pour la construction de la centrale nucléaire de Kola 2 avec des réacteurs innovants, VVRS, d'une puissance de 600 MW. Leur conception inclut des éléments de régulation spectrale et la possibilité de participer à un cycle du combustible nucléaire fermé grâce à l'utilisation de combustible uranium-plutonium. En plus de cela, les réacteurs répondent aux exigences modernes des systèmes énergétiques, y compris les exigences de flexibilité, ce qui est particulièrement important pour les régions avec des limitations de réseau, notamment pour la péninsule de Kola. Désormais, après avoir obtenu l'autorisation, les constructeurs passent aux premiers travaux sur le site. Ensuite, l'annonce et l'histoire du sauvetage. La société russe a accumulé de nombreuses questions concernant certaines actions des autorités. Les réponses officielles sont souvent peu convaincantes. Et les versions non officielles sentent la théorie du complot, ou sont simplement adaptées au goût de tel ou tel public dans la course au buzz. Une personne ordinaire a la tête qui tourne face à l'abondance de versions et de non-dits. Pour ne pas devenir fou et ne pas faire de bêtises,
Il faut se rappeler une seule chose. Dans la grande politique, il existe un facteur qui influence fortement toutes les décisions. C'est pas vraiment un secret. Des montagnes de livres ont été écrites et des milliers de films ont été tournés à ce sujet. C'est pas vraiment honteux, mais il n'est pas d'usage d'en discuter publiquement. Il est comme la matière noire. Il imprègne tous les domaines de l'activité humaine, mais il ne brille pas. C'est l'intérêt des services de renseignement. Comment il influence les décisions les plus importantes et comment ne pas devenir fou à cause de cela, je vous l'explique dans un épisode spécial sur la chaîne sponsor.ru. Dans Super, à Saint-Pétersbourg, un garçon de 11 ans a décidé de se baigner sur la plage de l'île Krestovski et a reçu une décharge électrique dans l'eau à cause d'un câble tombé de la jetée. L'enfant a perdu connaissance et a commencé à se noyer. Les témoins se sont précipités pour l'aider, mais eux aussi ont reçu des décharges électriques, et personne n'a pu atteindre la victime. Un seul homme, à l'aide d'une bûche, a réussi à sortir le garçon sur la rive, mais il ne respirait déjà plus. Personne parmi les personnes présentes ne savait comment aider avant l'arrivée de l'ambulance. Mais heureusement, au cri, le vice-chef de la faculté de l'université du ministère des situations d'urgence, Mikhail Karitonov, qui se reposait à proximité, est accouru. Il a immédiatement commencé la réanimation cardio-pulmonaire. Il a effectué 2 cycles de 30 compressions et 2 insufflations. Sans résultat. Ce n'est qu'au 3e cycle que le cœur de l'écolier a recommencé à battre, et 2 minutes plus tard, il a ouvert les yeux. Les médecins sont arrivés peu après. Actuellement, la vie de l'enfant n'est plus en danger. Une enquête est en cours sur l'incident. Nous remercions Mikhail pour son acte héroïque et lui souhaitons beaucoup de succès.